C'est un nom qu'on entend de plus en plus en Guyane et ailleurs dès qu'il s'agit de droit de l'environnement et de droit des peuples autochtones. Le nom de Marine Calmé, juriste, présidente de l'association White Legal et porte-parole du collectif Hors de Question. Son livre Devenir gardien de la nature, publié chez Tana Éditions, a obtenu tout récemment le prix du livre de l'écologie. Un livre qui, partant des mobilisations en Guyane contre le projet Montagne d'Or et les forages de Total, propose l'émergence de nouveaux outils juridiques pour protéger la nature. Marine Calmé, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être à notre micro ce matin. On va peut-être commencer pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient peut-être pas encore par présenter un petit peu votre parcours. Est-ce que vous pourriez nous raconter déjà comment est-ce que vous êtes arrivé en Guyane? Est-ce que la Guyane a représenté, on va dire, et représente encore aujourd'hui dans votre parcours professionnel? Alors, c'était un peu le hasard, la chance, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer Christophe Pierre à Paris et d'autres membres d'une délégation amérindienne qui étaient venus parler de la Montagne d'Or, notamment dans les ministères. Et c'est à ce moment-là, et parce que leurs combats me semblaient justes et importants, que je me suis dit, si je mettais mes compétences de juriste à leur disposition et à la disposition des associations engagées en Guyane. Et donc voilà, ça a changé ma vie de les rencontrer et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Une expérience de militante, mais qu'est-ce que la Guyane a aussi représenté dans les réflexions que vous avez entre le droit d'un côté et la nature de l'autre? En fait, la Guyane, c'est vraiment un laboratoire. C'est-à-dire qu'il se passe à la fois ce qu'il y a de plus beau et en même temps ce qu'il y a de pire dans nos relations entre humains et aussi avec la nature. Et souvent, c'est un peu la même chose d'ailleurs, puisqu'on le voit, il y a à la fois ces mines qui représentent à mes yeux un échec de notre relation avec la nature. Et il y a aussi ces comportements entre humains qui sont parfois extrêmement violents, qui sont encore teintés de beaucoup de racisme et de discrimination. Et donc, il faut passer par le droit aussi, mais aussi c'est une forme de soin. Le droit, c'est aussi une manière de soigner notre société, de faire ensemble et de construire quelque chose pour l'avenir. Et donc, c'est pour ça qu'en travaillant en Guyane et en apprenant grâce au peuple amérindien et au collectif engagé contre Montagne d'Or, que j'ai voulu proposer des solutions nouvelles. Ça, c'est pour le pire et pour le meilleur, du coup, qu'est-ce qu'il y a de bien à vos yeux en Guyane? Dans la relation, justement, dans la construction de la société amérindienne, dans leurs droits coutumiers, il y a énormément de savoir que je raconte dans mon livre, dans aussi tous ces acteurs engagés dans le territoire. Il faut savoir que le collectif Hors de Question, c'est essentiellement des citoyens. Ce ne sont pas des militants professionnels, ce sont des gens qui s'engagent parce qu'ils aiment ce territoire. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça donne beaucoup d'espoir pour dire demain, chacun peut s'engager, chacun peut faire sa part pour protéger la nature et pour protéger aussi les générations futures. Ouais, aujourd'hui, vous habitez à Paris, mais vous continuez de venir fréquemment en Guyane. Là, d'ailleurs, vous rentrez d'un déplacement que vous avez fait sur le Maroni à Taluène. C'est quoi les liens que vous avez justement avec les peuples autochtones de Guyane dans les réflexions que vous pouvez mener? Je reste extrêmement inspirée et reconnaissante de toute l'inspiration que m'ont donné les grands penseurs du droit, notamment Alexis Tjuka et toutes ces grandes personnalités en Guyane. Et puis, je veux continuer à faire ma part aussi parce que je suis amoureuse de la Guyane et de la forêt, des fleuves et que je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Sur le Haut-Maroni, je travaille pour la reconnaissance des droits du fleuve Maroni et la reconnaissance et la protection des droits des populations impactées par le mercure. C'est un combat que je mène depuis 2017-2018 et je pense qu'il est essentiel parce qu'aujourd'hui on est dans une situation où la France fait face à des manquements par rapport à leur population qui elles ont beaucoup de projets. Sur le Haut-Maroni, il faut savoir écouter, ils ont énormément de projets et donc ce que j'aimerais c'est justement pouvoir mettre à disposition mes compétences juridiques, mettre autour de la table tous ceux qui portent ces projets et il y en a beaucoup, réunir la CTG, la préfecture parce qu'en ce moment il y a des signaux positifs aussi de leur côté. On l'a vu, les déclarations de Gabriel Serville dans le rapport d'enquête sur l'orpaillage illégal qui disait qu'il faut associer les citoyens de Guyane aux décisions sur le Haut-Maroni pour aussi faire face à la crise de l'orpaillage illégal. Donc tout ça, j'aimerais que justement on se mette autour de la table, on en discute, parce que c'est une manière aussi de représenter les droits de ce fleuve qui sont bafoués depuis des années par les orpailleurs et faire en sorte que ceux qui veulent les protéger, les gardiens, puissent le faire, puissent se mettre d'accord, puissent travailler ensemble. Mais justement, vous avez prononcé le mot gardien. C'est quoi un gardien, une gardienne de la nature exactement? Gardien de la nature, il n'y a pas de to-do list, il n'y a pas de longue liste de choses à faire
faire pour être gardien, c'est avant La tout définition un n'existe pas cheminement. dans le dictionnaire. En fait, j'ai pas voulu donner une liste à la Prévert de tâches à faire pour être un bon gardien. Ce que je voulais dire dans mon livre, c'est que c'est un cheminement. Et c'est pour ça que mon propre parcours en Guyane sert comme une métaphore pour expliquer comment on devient gardien de la nature. C'est déjà d'une certaine façon aussi remettre en question ses a priori, ses préjugés, parce qu'aujourd'hui on a une relation à la nature qui est extrêmement une relation de domination, d'exploitation, et c'est ça que je voulais dire, notamment par rapport aux luttes contre Montagne d'Or. Il faut remettre en question ces préjugés, c'est-à-dire dire que l'or c'est la seule manière de développer la Guyane, c'est la seule façon de créer de l'emploi. Non, c'est faux. D'ailleurs, on le voit, j'ai été par exemple à Kankariakou, un projet monté par Thomas Sounier. Il y a énormément de gens en Guyane qui se bougent pour monter des projets qui respectent la nature et qui créent de l'emploi. Donc sortons un peu des préjugés comme quoi l'or c'est la seule avenir de la Guyane. Et être gardien de la nature, justement, c'est s'engager dans cette voie de dire il faut trouver une manière de vivre ensemble. Nous sommes des êtres vivants, mais nous sommes aussi des animaux. Nous faisons partie de la communauté du vivant. Nous devons trouver un moyen de nous accorder avec la forêt, avec les fleuves, trouver une façon de créer des activités qui sont bonnes pour les humains, mais aussi pour la nature. Et ce concept de gardienne, de gardien de la nature, surtout vous m'arrêtez si je me trompe, vous l'avez emprunté à la Colombie. C'est bien ça ? Oui, alors c'est un concept très étendu en Colombie, puisqu'il y a notamment le conseil des gardiens du fleuve Atrato, qui est un fleuve extrêmement pollué également à cause de l'activité de l'orpaillage illégal, qui a aujourd'hui, par décision de justice, un conseil des gardiens composé de 14 membres qui définissent les politiques, pas seulement la politique de défense, la politique agricole, la politique de santé, etc. Ce sont des gens qui travaillent ensemble, qui vont sur le terrain, qui parlent dans leur village, et je les ai rencontrés, et je trouve ça extrêmement inspirant parce que je pense qu'en Guyane, on pourrait faire la même chose. Une grande assemblée du fleuve réunissant les peuples qui ont envie de travailler, tous les habitants qui ont envie de travailler à développer des nouveaux projets ensemble. Si ça marche sur le Haut-Maroni, ça marchera partout ailleurs. Il y a énormément de territoires qui ont besoin de se reconnecter les uns aux autres, qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'avoir un horizon commun. Et je crois qu'avec la nouvelle majorité à la CTG, avec aussi, j'ai eu des retours très positifs de la préfecture en parlant avec eux, il y a une envie de développer ce territoire. Et moi, je veux faire ma part, en tant que juriste, apporter mes compétences pour dire voilà quelles sont les solutions. Par exemple, sur le Haut-Maroni, on a écrit le livre blanc des droits du fleuve et des peuples de Guyane. Et ce livre blanc, il liste 11 propositions juridiques pour reconnaître des droits au fleuve et améliorer la protection des droits des habitants. Ça veut dire finalement que la révolution écologique que vous appelez, elle doit aussi passer par une révolution démocratique quelque part, dans la participation du public et des populations. C'est essentiel. Moi, par exemple, je suis garante du débat public auprès de la CNDP. J'ai eu envie de m'engager dans la Commission nationale du débat public après justement Montagne d'Or, parce que je me suis dit que l'expérience Montagne d'Or avait prouvé que justement on pouvait, grâce au débat public, dire ce qu'on avait à dire, et les Guyanais ont exprimé ce qu'ils avaient à dire. D'ailleurs, le projet Montagne d'Or a été stoppé, notamment après le débat public, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il y avait une très franche opposition de la population à ce projet. Et donc, je me suis engagée en tant que garante du débat public. Et toutes ces compétences, j'aimerais les mettre à disposition des Guyanais et de la Guyane pour pouvoir faire avancer le débat. Qu'est-ce que vous pensez justement du débat public aujourd'hui en Guyane sur toutes les questions relatives, pas uniquement à l'orpaillage, mais vraiment à l'environnement de manière générale. Je pense évidemment au projet de la centrale du Larivot, ou à celle à hydrogène à Mana. On a quand même l'impression qu'il y a d'un côté les pros et de l'autre les anti, et que finalement les deux camps ont quand même beaucoup de mal à se parler. Vous avez participé aux travaux de la Commission citoyenne pour le climat. Du coup, je suppose que le débat de manière générale sur ces questions environnementales, vous y intéressez de près. Comment faire en sorte de mieux se parler, tout simplement ? En fait, il faut développer en amont des protocoles qui sont compatibles avec la culture de chaque territoire. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre un seul processus en métropole, créer une règle d'or pour tout le monde qui s'appliquerait sur tout. C'est pas possible. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on fait à la Commission nationale du débat public. Et on voit des initiatives très intéressantes, notamment là, quand j'étais sur le Haut-Maroni, j'ai vu le travail qui est effectué par la préfecture et par les Wayana, qui travaillent à l'écriture d'un protocole Wayana, justement, qui mettrait en place ces grands principes, notamment de consultation, mais tout simplement d'expression d'un avis citoyen. Et donc, en fait, il s'agit pour chaque territoire d'abord de définir la manière dont on veut être consulté. Ça se fait beaucoup au Brésil. En France, c'est en train d'être élaboré, justement, en territoire Wayana, mais aussi ailleurs. Et donc, je pense que c'est ça le problème. C'est que d'abord, il faut se mettre d'accord sur la méthode et ensuite, on commence à discuter. Parce que là, malheureusement, souvent,
parle du projet avant même de savoir qu'est-ce qui est bon pour le territoire, qu'est-ce que veulent vraiment les gens. Clarifier les règles du débat finalement pour qu'il soit plus apaisé et plus équilibré. Et faire en sorte que les règles du débat ne soient pas posées par ceux qui ont un projet ou par l'État, mais par ceux qui vivent sur le territoire. Et ça, pour le coup, je pense que ça apaiserait considérablement les relations entre les porteurs de projets, les élus et les habitants. La manière de s'engager pour la nature aujourd'hui, Marine Calmet, elle doit changer de dimension. Elle ne peut plus uniquement s'arrêter à la case du tribunal. Ça, la case du tribunal, de toute façon, on dit, le juge, c'est l'homme du passé. Donc souvent, à ce point. Bien sûr, parce qu'en fait, quand on saisit le tribunal, souvent, soit il est trop tard, soit on va rattraper les erreurs. Je pense que quand on arrive au tribunal, c'est que malheureusement, déjà, on a un peu échoué dans le sens où en fait, on n'est plus capable de se parler, on a besoin d'une tierce personne pour régler un conflit. Aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres méthodes, d'autres moyens de faire. Il y a d'ailleurs des mobilisations. Très souvent, en fait, on est plutôt dans un jeu de poker menteur, c'est-à-dire on ne veut pas vraiment s'écouter. La vérité, c'est qu'il faut se mettre autour de la table, échanger. Il y a énormément de positions, il n'y a pas qu'une seule vérité. Très souvent dans le combat écologiste, on a l'impression qu'il y a d'un côté les bons et les méchants. Dans mon livre, j'explique, c'est pas vrai. Il y a des solutions parfois à des problèmes qui sont extrêmement complexes. Et pour affronter les problèmes écologistes, il ne faut pas avoir peur de la complexité. Ce sont des problèmes durs, par exemple, on le voit beaucoup, il y a des questions en ce moment sur l'électricité et l'énergie. C'est des problèmes extrêmement complexes, il ne faut pas avoir peur de se le dire. Et donc il n'y a pas d'un côté les bons, ceux qui défendent l'environnement, et d'un côté les méchants. On a des besoins, tout le monde a le droit d'avoir accès à l'énergie, tout le monde a le droit d'avoir un frigo chez soi, une télévision, de quoi satisfaire ses besoins essentiels. Mais par contre, il y a des moyens de produire de l'énergie aujourd'hui qui sont difficiles à résoudre. Il faut affronter ces problèmes ensemble. Il ne faut pas avoir peur aussi de la vie des citoyens. Souvent, c'est un peu le problème des élus. On se dit, mais ils vont rien y comprendre, c'est trop compliqué, etc. C'est pas vrai. J'ai participé à la Convention citoyenne pour le climat. Quand vous réunissez des citoyens autour de la table, que vous leur expliquez, que vous prenez le temps de les former à ces questions-là, ils deviennent vos meilleurs alliés. Et pour autant, les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat n'ont pas été suivies ou très peu par le gouvernement. C'est quoi le bilan que vous faites justement de ces travaux ? Puisque vous avez été auditionnée comme une experte finalement lors de ces débats-là. Oui, alors en fait, je les ai accompagnés sur notamment la reconnaissance du crime d'écocide. C'était une mesure qu'ils proposaient, qu'ils ont soutenue bec et ongle et que malheureusement le gouvernement n'a pas respectée, en tout cas pas de la manière dont elle avait été présentée par nous. Et donc, c'est quoi un crime d'écocide ? Alors le crime d'écocide, c'est la destruction grave et étendue et durable de l'habitabilité en fait de nos territoires. C'est des projets de taille tellement massive et des projets industriels qui mettent à mal à la fois nos conditions de vie actuelles mais aussi celles des générations futures. Et c'est typiquement à mes yeux le problème d'un projet comme Montagne d'Or ou d'autres projets comme ou d'autres crises écologiques comme la chlordécone aux Antilles qui, on le voit, ont des répercussions, pas uniquement à un instant T, mais vraiment sur plusieurs générations. Et la reconnaissance de ce crime-là, elle permettrait quoi, très concrètement, dans la manière de se mobiliser différemment pour la nature ? Tout simplement de pouvoir obtenir justice pour ceux qui ont été lésés dans leurs droits, aujourd'hui, mais aussi par le passé. Et puis, c'est aussi donner un signal très fort, dire il y a des choses aujourd'hui dans notre société qu'on ne peut plus tolérer. Il y a des comportements vis-à-vis de la nature qui sont tout simplement aberrants, qui nous mettent en danger, et donc il faut dire stop. Et en fait, le crime d'écocide permettrait d'être suffisamment dissuasif pour que ces industriels ensuite se disent « bon, je risque ça, je ne peux pas me le permettre ». Et en fait, bizarrement, il y a beaucoup d'entreprises et de chefs d'entreprise qui nous ont dit « nous, on ne serait pas contre ». Parce qu'en fait, ça donnerait aussi un signal clair aux investisseurs, à nos actionnaires, par exemple, pour dire ça, on ne peut pas. Des gens qui sont, par exemple, dans les comités d'administration, le conseil d'administration de Total, etc., et qui aujourd'hui prennent des risques complètement démesurés pour aller chercher du pétrole, nous disent parfois, bah oui, il pourrait y avoir aussi des normes plus claires pour qu'on puisse aussi dire à nos actionnaires, là, on ne s'engage pas, ça, on ne peut pas faire, ça, c'est plus tolérable. Et en fait, nous, ça nous sécurise. Des limites d'entrée finalement, pour ne pas ensuite se retrouver dans des situations qui sont complexes à résoudre. Exactement, pour pas finir devant les tribunaux, en fait, il faut définir des lignes rouges pour dire ça, il y a des projets aujourd'hui qui sont tout simplement impossibles à réaliser. Puisque vous parlez de tribunaux, c'est vrai que quand on regarde les nombreux contentieux sur les questions environnementales qu'il y a en Guyane depuis ces dernières années, mais aussi ailleurs en France et ailleurs dans le monde, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose à long terme, évidemment, parce que ce sont des procédures qui sont longues, qui sont complexes, qui coûtent beaucoup d'argent. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution ? En tout cas, on ne peut pas faire l'impasse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui faire une politique qui ne serait pas connectée à son territoire. En Guyane, notamment, il faut savoir
écouter, il faut savoir prendre le temps. Par exemple, avec les habitants de Taluène, je reviens régulièrement. Là, j'ai pas pu pendant longtemps avec le Covid et c'était extrêmement frustrant, mais ils ont énormément de projets et je vois que malheureusement, ils sont pas suffisamment écoutés. Et donc, j'essaye d'accompagner ces projets du mieux possible, faire aussi en sorte qu'il y ait un relais ici, grâce à vous aujourd'hui, mais aussi en métropole, il y a énormément de soutien et des gens en métropole qui sont très très mobilisés pour la Guyane, qui ont envie de savoir ce qui s'y passe. C'est pour ça aussi que je voulais le raconter dans mon livre, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs, certainement de votre radio, qui ont suivi les différents feuilletons, et c'était long, sur Montagne d'Or. Qui n'est même pas encore terminé d'ailleurs. Exactement, mais il faut lire ce livre, je pense, parce que il faut comprendre ce que c'est d'être militant au quotidien, d'être engagé pour la nature au quotidien. C'est pas quelque chose qu'on peut ressentir grâce à un article de presse. C'est le vivre. Qu'est-ce que ça a été de notre vie ? À nous, mobiliser chaque jour contre ce projet, parce que je pense qu'en fait, on a l'impression que c'est quelque chose qui est peut-être très dur, etc. Mais c'est aussi une expérience extraordinaire que j'ai voulu raconter dans ce livre, parce que être engagé, être gardien, devenir gardien et gardienne de la nature, c'est aussi se reconnecter les uns aux autres, c'est aussi exprimer ce qu'on a envie de créer, notre avenir en commun pour ce pays, pour ce territoire. Et donc en fait, c'est une expérience magnifique. Et c'est aussi trouver un nouveau sens à notre vie. Et donc pour moi, c'était important de raconter ça, parce que ça a été une expérience formidable. Et puis c'est aussi raconter et donner, ce prix, c'est aussi une récompense pour tous ceux qui se sont battus, pour Christophe Pierre, pour tous les membres du collectif Hors de Question, parce que c'est leur combat. Et si on ne raconte pas ce combat, malheureusement, il aurait pu tomber dans l'oubli. Aujourd'hui, voilà, il y a ce livre pour raconter tous ces efforts et toutes ces victoires aussi qu'on a arrachées. Une expérience politique finalement, mais aussi une expérience humaine. Dernière question, Marine Calmé, il nous reste très peu de temps. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur Wild Legal, dont vous êtes la présidente, une école pour les droits de la nature? Ça sert à quoi exactement? Bien, en fait, on est une école, c'est-à-dire on forme grâce à des conférences, des publications. On a un petit manuel des droits de la nature pour enseigner en fait qu'est-ce que c'est les droits de la nature, à quoi ça sert, quels sont les grands textes fondateurs, expliquer quelle est la différence entre le droit de l'environnement qu'on a aujourd'hui en France et le concept des droits de la nature, c'est-à-dire un droit dans lequel l'humain fait partie du vivant et doit s'accorder par rapport aux règles de fonctionnement de la nature, aux règles de la biologie, de la physique, de la chimie, etc. Et donc c'est former n'importe qui, tous les citoyens, à ces nouveaux outils, c'est dire comment représenter le vivant dans notre société, comment faire avec lui, comment respecter les lois de la nature. Et donc, vous trouvez sur notre page Facebook et sur notre site internet toutes les informations, les dernières actualités des droits de la nature, et puis notre petit manuel à lire pour mieux comprendre justement ces théories. Et puis, nous travaillons grâce à des procès simulés. Donc, le premier procès simulé de Wild Legal qu'on peut retrouver sur YouTube, c'est notre procès simulé pour carence fautive de l'État français dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal, pour la protection des droits du fleuve Maroni et des populations amérindiennes de Guyane. Et puis, cette année, donc, notre procès simulé porte sur le scandale des algues vertes en Bretagne, la production intensive de porcs et les droits des animaux qui sont violés chaque jour, malheureusement, dans les élevages intensifs. Pour former de nouveaux militants. Merci beaucoup, Marine Calmé, d'avoir été avec nous ce matin. On vous recevait notamment, on le rappelle, pour votre livre « Devenir gardien de la nature », publié chez Tana Éditions et qui a tout récemment obtenu le prix du livre de l'écologie. Merci encore, bonne journée. Merci à vous. Radio Pays.